pense risque de se passer, ou qui peut-être même déjà fait, c'est une approche de non-agression que j'ai transformée en une approche de non-pénétration des espaces dans la zone, sauf, et là le sauf est très important, sauf accord tacite. Ça veut dire quoi? Si dans la zone, la France veut exploiter le gaz en coopération avec la Russie, et que ce soit Madagascar qui est la tête de pont, les Américains n'y verront que du feu. Et ça peut fonctionner. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Plus loin, les États du Sahel ont sécurisé leur pouvoir avec cette alliance orchestrée avec la Russie. Pourquoi pas faire la même chose finalement? Est-ce que ce n'est pas le raisonnement du président malgache? Malheureusement, il y a des patterns qui se répètent. Et c'est l'histoire qu'il montre, l'histoire africaine, et notamment l'histoire malgache aussi. En 2009, c'était un peu la même démarche. Les gens sortent dans la rue, les militaires arrivent, mettent au pouvoir justement le précédent président. Et finalement, il s'est passé 5 ans avant qu'on rende le pouvoir au peuple. Là, à Madagascar, il y a un changement lié à l'arrivée des Russes, parce que plus on rentrera dans les négociations, plus les Russes et les autres pays qui rentreront dans ce type de négociations-là voudront garder le président avec qui ils ont négocié. Tout à fait. Ce qui fait qu'on repart dans une refondation, une transition, et ça peut durer très longtemps. Le temps que chacun soit satisfait en disant bah, vous me protégez et moi je vous gère ce contrat-là pour la durée convenue. Igor Delanoë, en matière de coopération sécuritaire et militaire, apparemment les Russes auraient aussi inclus dans les accords la livraison d'équipements, la livraison de drones aussi. Le docteur Amezo disait que finalement la Russie n'a pas besoin de l'Iran. Est-ce que c'est vrai? Parce que selon les informations apportées en 2024 par le quotidien israélien Haaretz, l'Iran aurait fourni 6 000 drones Shahed à la Russie après 2022, donc après l'éclatement de la guerre en Ukraine. C'est vrai que depuis, la Russie a construit, je crois, une usine de fabrication de drones, donc essaie de sortir de cette dépendance. Oui, absolument. Et alors, la dépendance, en fait, n'existe plus. C'est-à-dire que les Russes ont internalisé et localisé la production de ces drones Shahed, et que les drones Shahed qui sortent aujourd'hui de cette usine que vous mentionnez, qui est au Tatarstan, n'ont plus grand-chose à voir avec la plateforme d'origine qui avait été fournie par les Iraniens. C'est-à-dire que les Russes l'ont upgradé, si vous voulez, l'ont amélioré avec ce qu'ils savent faire, et maintenant, vous avez des Shahed qui sont beaucoup plus performants. Est-ce que la Russie a les capacités de fournir des équipements alors qu'elle est elle-même engagée sur le front ukrainien? Voilà, c'est la question, point d'interrogation, que j'indiquais tout à l'heure. Ceci étant dit, on parle aujourd'hui de massification de la production de ce type de drone, et j'attire votre attention sur le fait que le président malgache, lors de son déplacement à Moscou, a visité un site de production de drones et une exposition de drones. Donc manifestement, il y a un intérêt pour ce que les Russes peuvent fournir en matière de drones. À ce sujet-là, d'ailleurs, il y a un autre pays qui rentre dans la danse, c'est la Chine. Et la Chine, il y a des discussions qui ont été faites avec le président actuel pour construire une usine à Madagascar d'armement. Et donc, c'est penser l'objectif, in fine, du président malgache. L'objectif, in fine, du président malgache, c'est d'avoir plus de souveraineté en s'appuyant sur le multipolaire. Mais ce sera possible aussi en s'appuyant sur les puissances... Je vais reprendre les mots de monsieur, c'est que l'idée, c'est qu'on ne retombe pas dans la dépendance. Et cette dépendance dépendra de la capacité du président actuel à négocier avec les différentes puissances pour ne pas retomber dans la dépendance. Cette dépendance, notamment la dépendance... Vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Si la Chine, la Russie s'intéresse à Madagascar, évidemment, c'est pour jouer leur carte en matière d'influence dans la région, mais aussi pour les ressources de Madagascar. Oui, c'est pour les ressources de Madagascar, c'est pour la position géopolitique et géographique de Madagascar. Elle est vraiment importante. Je vous rappelais tout à l'heure que 40% du commerce mondial passe par le canal du Mozambique. C'est pas rien. Et là, avec la tension qu'il y a en Iran, il y a une augmentation de la valeur de ce corridor-là.
Mmh. Alors, est-ce que Madagascar ne prend pas un risque aussi en se rapprochant de la Russie parce que l'océan Indien se militarise, la France dispose de forces permanentes dans ces départements, Mayotte, La Réunion, les États-Unis, la base de Diego Garcia, dont la souveraineté d'ailleurs elle est revendiquée par Maurice. L'Inde renforce aussi sa présence navale, la Chine intensifie ses activités militaires. Est-ce que l'arrivée de la Russie va renforcer cette militarisation de l'océan Indien et comment ce nouvel acteur russe entend se positionner et puis quels sont les enjeux pour Madagascar aussi là-dessus? Alors, la présence navale de la Russie dans la zone est quand même relativement sporadique, surtout si on la compare avec, par exemple, ce que faisait l'URSS à l'époque de la guerre froide. L'Union soviétique disposait de la 8e escadre opérationnelle à l'époque, donc de plusieurs bâtiments qui en permanence se trouvaient dans la zone de l'océan Indien, avec ils évoluaient à partir des bases de Socotra, de la mer Rouge. Il y avait des choses au Yémen, aux Comores. Bon, tout ceci est fini. Il y a un problème logistique pour la marine russe dans l'océan Indien, puisqu'il n'y a pas, il y a plus de base, il y a des escales. On les voit aux Seychelles, par exemple. On les voyait à l'occasion en Iran. On peut les voir dans certains pays du Golfe. Mais il n'y a pas de maillage logistique qui leur permet d'entretenir une présence permanente et, a fortiori, très dense. Mmh. Donc, ils font un peu figure, je dirais, de outsider dans cette zone-là à l'égard de d'autres marines qui sont présentes, les Américains, les Britanniques, Françaises notamment. Mais ils aiment se montrer, hisser le pavillon, réaliser des exercices. Ils font des exercices avec les Indiens. Pas longtemps, il y a eu un exercice multinational organisé par l'Inde dans lequel les Russes ont participé à côté d'autres pays. On parlait de l'exercice avec l'Iran, avec l'Afrique du Sud. Donc il y a une diplomatie navale que les Russes déploient sur la zone et qui vient classiquement, j'allais dire, appuyer des partenariats politiques et sécuritaires. Docteur Amezo, sur les risques pour Madagascar, est-ce que ce n'est pas de se retrouver finalement pris en étau dans ces luttes d'influence? Vous avez raison de parler d'étau, sauf que quand je reviens sur ce que je vous ai dit au début avec Djibouti, ben cet étau peut devenir une force, voire une opportunité. Je m'exprime. Si, dans tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas parlé de quelle peut être la puissance navale de Madagascar dans la zone. Donc, c'est une zone qui, au fond, appartient à Madagascar. Mais ce ne sont que des étrangers. Et donc, il suffit de jouer de manière intelligente avec l'ensemble de ces étrangers qui, eux, ne sont pas des amis, pour pouvoir d'abord rester en vie, continuer à rester au pouvoir et faire jouer la compétition, la concurrence, voire même les animosités entre ces groupes-là. Djibouti l'a réussi avec des bases militaires. Ben, pourquoi pas le faire au niveau naval dans la zone, peut-être même sur le sol malgache, à Mais ce jeu d'équilibre. est-ce que la situation risque pas de se compliquer, Tinrakoto Malala, puisqu'il y a effectivement la problématique des îles éparses, dont la souveraineté est revendiquée par la Grande Île. Mm. C'est une revendication soutenue par Moscou. Est-ce que pas de s'installer un bras de fer finalement? Et est-ce que, d'autre part, je vous poserai la question de savoir si Madagascar peut autoriser des navires russes, pourquoi pas, à naviguer dans cette fameuse zone exclusive Bah, économique française, très riche d'ailleurs en gaz et en hydrocarbures. Moscou a tout intérêt à soutenir cette revendication et la souveraineté de Madagascar, évidemment. Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est des points d'appui, euh, comme en Iran. Euh, Là, typiquement, je fais une petite parenthèse, mais ils se sont fait un peu damer le pion par la France, qui a proposé un investissement de 50 à 70 millions d'euros pour rénover un port au nord de Madagascar. Euh, c'est un port en eau profonde, hein. Donc, on est en capacité de recevoir des navires de guerre. Je ferme la parenthèse pour revenir sur les îles Éparses. Donc, quelque part, ce qui est en jeu, ce sont les couloirs maritimes, les points d'appui, les clauses d'accord et surtout la capacité de surveillance. Donc, les îles Éparses, en dehors du fait que c'est riche en hydrocarbures, mais en eau profonde, c'est riche en diversité, c'est avant tout une position géostratégique hyper importante pour chaque pays, notamment la France, les États-Unis avec Diego Garcia, et la Russie qui cherche un point d'appui dans l'océan Indien parce que aujourd'hui Madagascar fait figure d'éléments stratégiques pour tous les pays, du fait qu'il y a le commerce, mais aussi cette opportunité
d'aller vers les différents pays. Mais justement, est-ce que c'est suffisant pour la Russie aussi de surfer sur les vagues souverainistes? Parce que l'océan Indien, c'est particulier. Il y a le Diego Garcia revendiqué par Maurice, les îles Éparses. Il y a aussi les Comores qui revendiquent partie de Mayotte aussi. Donc, est-ce que ça, c'est suffisant pour un argument suffisant pour s'implanter dans la région et devenir une puissance influente, à l'instar de la France, des États-Unis, de la Chine? En tout cas, c'est un récit qui est mis en avant par la Russie depuis des années maintenant. Elle a construit tout un récit sur la notion de souveraineté, souveraineté qui évidemment dans ces régions-là s'exprime avant tout contre les Occidentaux et contre les anciennes puissances tutélaires en général. Et c'est un récit d'ailleurs sur lequel elle peut se prévaloir, enfin qu'elle peut se prévaloir d'avoir imaginé, construit, j'ai bien avant les 2022 et la guerre en Ukraine. C'est finalement un discours sur la multipolarité et la notion de souveraineté qui existe dans la bouche des dirigeants russes depuis presque une vingtaine d'années. Sauf qu'il n'était pas très longtemps assez inaudible. Et depuis les années 2010 et a fortiori 2020, il est devenu beaucoup plus. Et donc, si vous voulez, la Russie se présente donc dans ces régions-là avec ce discours politique et qui a pris de l'ampleur depuis 2022 et la guerre en Ukraine d'une part, et d'autre part avec la montée en puissance des BRICS aussi, qui revendiquent toujours cet aspect lié à la souveraineté dans leur façon d'aborder les choses. Donc c'est un élément, à mon avis, sur lequel la Russie est raisonnablement, on va dire, entendue. En tout cas, c'est un discours qui porte auprès à la fois des opinions publiques, mais aussi, on l'a dit, des régimes, des différents régimes et pouvoirs. Docteur Amezo, dans quelle mesure ce discours il peut porter dans le contexte qui change la donne aujourd'hui, cette guerre au Proche et au Moyen-Orient? Finalement, on parlait de la présence française par le biais notamment de la zone économique exclusive. Et ça, c'est pas un gage de stabilité? C'est ce dont peut-être a besoin cette région. Alors oui, on cherche tous la stabilité, sinon il n'y a pas de business, il n'y a pas d'affaires. Je vais prendre l'exemple des îles Éparses. C'est un dossier qui est en fait bilatéral France-Madagascar. Officiellement, la Russie n'a rien à voir dans cette histoire. D'abord par l'histoire coloniale, bon, il y a bien sûr une histoire de souveraineté qui est là, et il y a les enjeux pétroliers et gaziers dont vous avez parlé. Mais la réalité de cette zone, si jamais de manière unilatérale Madagascar fait des concessions à la Russie, c'est une crise diplomatique avec la France. Et ni Paris, ni la Russie ne sont intéressés à ça. Et revient à ce qu'on a dit, c'est une stratégie d'équilibriste du président malgache. Donc, qu'est-ce qui, moi, je pense, risque de se passer, ou qui peut-être même déjà fait, c'est une approche de non-agression que j'ai transformée en une approche de non-pénétration des espaces dans la zone, sauf, et là, le sauf est très important, sauf accord tacite. Ça veut dire quoi? Si dans la zone, la France veut exploiter le gaz en coopération avec la Russie, et que ce soit Madagascar qui est la tête de pont, les Américains n'y verront que du feu. Et ça peut fonctionner. Voilà, la coopération avec la